Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes samedi 27 juillet 2024 et voici votre journal de la mi-journée. Vendredi, le membre du gouvernement souminois était autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le traditionnel conseil de ministres et pour cette 7e réunion où plusieurs sujets d'actualité politique, sécuritaire et économique ont été passés au peigne fin. Nous vous proposons un extrait choisi pour vous par la rédaction. Suivez. Au-delà de la situation humanitaire, le président de la République est aussi préoccupé par la détérioration de la situation économique de la partie est de notre pays. En effet, la guerre d'agression rwandaise, avec ses supplétifs du M23, détruit les tissus économiques dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et même celle de l'ancienne Grande Orientale. Cela entraîne soit la fermeture de plusieurs entreprises congolaises et étrangères avec comme corollaire la perte d'emploi, du revenu et la détérioration des conditions de vie de nos compatriotes, soit encore un entrepreneuriat difficile qui ne permet pas un bon développement des affaires. Toutefois, dans cet environnement délétère, d'autres compatriotes et même des expatriés continuent malgré tout à maintenir leurs activités dans les différents secteurs. À ces sujets, le président de la République a salué leur courage, leur dévouement pour la cause nationale, car, a-t-il indiqué, il s'agit là d'un acte de bravoure, afin d'atténuer les impacts de cette guerre sur ce qui reste de leurs activités et stimuler la production dans les secteurs agricoles, dans les secteurs industriels, dans les secteurs du commerce général, dans les secteurs énergétiques et dans celui des hydrocarbures. En vue de résorber le chômage de masse, le président de la République a demandé à la première ministre de mettre en place une équipe de travail composée des différents ministres sectoriels à l'effet de proposer des allègements fiscaux et autres facilités accordées à ces entreprises. Ce travail urgent doit bénéficier de la participation des autorités et services concernés des provinces sous état de siège. Il va sans dire que les mesures à mettre en œuvre seront progressivement étendues aux territoires occupés par nos forces de défense et de sécurité. En Ituri, des incivils qui sèment la terreur et désolation au sein des communautés ont été capturés et mis hors d'état de nuire. Le commissariat urbain de la ville nationale de la police nationale congolaise vient d'arrêter une vingtaine de présumés criminels fauteurs de troubles dans la ville de Bunia. Des bandits ont été présentés ce vendredi 26 juillet au maire de la ville en présence de la population. Suivie. C'est grâce à une opération menée par le commissariat urbain sous la coordination du maire de Bunia dans le quartier criminogène d'Ambigo et Oro que ces présumés criminels ont été appréhendés. Ils sont au total 26 dont 3 femmes réparties en 3 groupes parmi lesquels 3 militaires incontrôlés. Il s'agit de vendeurs de chanvre, le consommateur de chanvre auteur de plusieurs cas de vol, ainsi que le voleur de moto, explique le commissaire supérieur Abeli Mouangou. Nous avions reçu des instructions fermes émanant de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Nos services ont planifié un certain nombre des opérations policières dans la ville de Bunia, parmi lesquelles nous avions renforcé nos effectifs dans les patrouilles pour quadriller les quartiers criminogènes. Nous avions déployé nos services de sécurité aux entrées et sorties de la ville, en vue de filtrer toutes les entrées plutôt et les sorties de nos populations. Une prouesse saluée par le commissaire supérieur principal, Mbouikola Bosco, qui appelle la population à la dénonciation et à la vigilance pour barrer la route aux fauteurs de troubles. Population, sachez bien que nous ne dormons pas pour assurer votre sécurité. Tout le temps, nous sommes en mouvement nuit et jour, pendant la pluie ou pas. Nous sommes là pour vous et nous avons besoin de vos soutiens. Et c'est pour faire un bloc. Le seul problème, c'est de dénoncer. Le problème est que
Signalons que plusieurs opérations sont menées actuellement par les services de l'ordre en ville de Bunia, notamment le bloc road qui consiste au contrôle systématique des engins roulants et des passagers, tout ceci pour démanteler les réseaux de criminels. Le fait final est recherché étant la sécurité totale pour le bien-être de la population itourienne en général et Bunia-Trop en particulier. Ceci s'inscrit dans les plans de défense mis en place par le commandant des opérations militaires, le lieutenant général Lubuyanka Chamadjouni. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, tient à faire réunir un climat de paix dans sa province, une démarche qui lui a conduit à réunir autour d'elle tous les services de sécurité pour prendre des mesures drastiques en vue de sécuriser les personnes et leurs biens. Reportage. La sécurité de l'Olabé est l'une des préoccupations majeures de la gouverneure de province. Ayant toujours à cœur l'inquiétude de ses administrés, Fifi Masuka Saini a présidé ce vendredi 26 juillet 2024 le Conseil de sécurité élargi. Le commandant de la 22e région militaire, le général des brigades Edi Kapend et d'autres officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police œuvrant dans les Grands Katanga étaient parmi les participants. Juste après, accompagné de son adjoint Clément Mofunji Chinatkarl, l'autorité provinciale est descendue à l'esplanade du gouvernorat pour voir des présumés bandits, dont ceux impliqués dans les braquages de l'avenue Madouda, communément appelée 6e, le 16 juillet dernier, et ceux qui auraient tué un jeune homme au niveau de l'avenue Katakakombe le 19 juin 2024 à Kolwezi. La gouverneure Masuka a félicité les responsables et éléments des services de sécurité pour ces coups de filet avant d'instruire que ces présumés malfrats qui ternissent l'image de la province soient déférés devant les instances judiciaires compétentes et qu'ils soient jugés publiquement. 2 armes, plusieurs dizaines de munitions et un véhicule ont été saisis. Le ministre provincial de l'Intérieur a convié la population à la vigilance et à collaborer avec les services de sécurité car une prime conséquente est réservée à toute personne qui dénonce avec des informations fiables les criminels. Le service de sécurité du Lualaba fonctionne avec les commandements que vous voyez à côté. Et le travail se fait de jour comme de nuit et nous n'allons pas nous arrêter, l'autorité vient de le dire. Ils seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Il a appelé la population à continuer à vaquer tranquillement à ses occupations car la gouverneure Masuka Saini a pris toutes les dispositions pour renforcer la sécurité de tout le Lualaba. Détermination partagée des patrouilles de la police ville de Kinshasa ont mis hors d'état de nuire plus d'une soixantaine de malfrats. Ces bandits ont été présentés vendredi au commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. La police ne se lassera pas et reste déterminée à éradiquer toute forme de banditisme au sein de la société, nous rapporte Edi Chala. Ils sont 63 civiques au total présentés au commandant de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Dans la suite de la réunion du conseil provincial de sécurité tenue il y a peu par le gouverneur de la ville, Daniel Bumbalubaki, la police ville de Kinshasa s'est vite mise au travail. Devant le général Blaise Kilimbalimba, 63 malfrats, parmi lesquels 7 policiers pour vagabondage et un militaire. Nous sommes devant toutes les bandes possibles. Il y a là les kidnappeurs, les gens qui tuent les taximens, les koulouna, les gens qui violent l'essence sur la voie publique, les personnes qui roulent et font les taxis au boulevard ou dans la commune de la Gombe. Toutes les catégories de personnes. Nous sommes là ce soir ou cet après-midi pour les présenter afin que toutes les personnes victimes viennent identifier tous ceux qui ont violé pendant les crimes. Ce sont eux-mêmes qui sont revenus au même lieu du crime et ce sont eux-mêmes qui sont présentés ici, qu'ils viennent les reconnaître pour les charger. Parce que tantôt on pourra dire l'OPJ n'a pas bien qualifié l'infraction. Mais il y a quelque part où on s'est bien qualifié. C'est chez l'OMP. Chacun a son degré. Donc là, ils seront tous déférés et pour que toutes les infractions soient bien qualifiées. La police a également saisi 26 voitures de marque Toyota IST, communément appelées Ketch,
leurs plaques d'immatriculation ne sont pas conformes, indique la police nationale congolaise, avant d'ajouter qu'il y a eu une dizaine de motocyclistes interpellés pour avoir violé l'interdiction de travailler dans la commune de la Gombe. Autre actualité dans ce journal, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs s'apprêtent à élire les bureaux définitifs. La date de cette élection est fixée au 3 août 2024. Les processus d'enregistrement des candidatures démarrent le lundi 29 juillet. Annonce faite au cours de la plénière de ce vendredi 26 juillet. Reportage. C'est à l'issue de la plénière de ce vendredi 26 juillet 2024 que le bureau provisoire du Sénat a rendu public les calendriers de l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais sous la conduite de son président, l'honorable Pascal Kindolo Lumbo. Une date a été retenue le 3 août pour élire les successeurs de Modeste Bahati Lukwebo. Lundi 29 juillet 2024, dépôt des candidatures de 9h à 18h. Mardi 30 juillet 2024, examen des candidatures par la commission ad hoc et affichage de la liste provisoire des candidats retenus. Mercredi 31 juillet 2024, examen des recours par la commission ad hoc et affichage de la liste définitive des candidats retenus. Vendredi 2 août 2024, séance plénière d'audition des messages de campagne électorale. Samedi 3 août 2024, séance plénière, élection et installation du bureau définitif. Auparavant, l'Assemblée plénière du Sénat a pris acte de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle déclarant les règlements intérieurs du Sénat conforme à la Constitution, à quelques exceptions près. La déclaration de la conformité du règlement intérieur du Sénat, c'est une grande étape. On est venu au Sénat pour travailler. Nous sommes des élus, nous avons été élus pour des ambitions, pour voir comment on peut aider les pays. Nous attendons maintenant à nos différents partis et regroupements de travailler et de proposer des candidats pour qu'on puisse rapidement passer au vote et à la mise en place du bureau définitif. C'était matériellement possible d'organiser une élection du bureau en 7 jours. C'est ainsi moi, je pense que ce n'est pas insurmontable comme délai. Et les règlements intérieurs qu'on lui a soumis, moyennant quelques réserves sur 4 articles et 2 qui ont été considérés comme étant non conformes, mais l'ensemble du dispositif peut s'appliquer. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat marquera ainsi la fin de la session extraordinaire au Sénat, conformément à l'article 114 de la Constitution. La République démocratique du Congo a opté pour la semaine anglaise. Les jours ouvrables passent désormais de 6 à 5 jours, soit du lundi à vendredi. Tout en saluant la mesure prise, les Congolais s'interrogent tout de même comment s'adapter pour sa mise en application. Odilon Kayuma et Oscar Mbal étaient à leur rencontre. Suivez. Les jours ouvrables pour le service public passent désormais de 6 à 5 jours, soit du lundi au vendredi de 8h à 17h. Certes, avec une pause d'1 heure de 12h à 13h. Le samedi sera un jour non ouvrable, sauf pour les services présentant certaines spécificités, comme l'indique le décret du 17 février 2024, signé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Initiative accueillie avec joie par certains fonctionnaires. L'arrêté en soi, il est bon, les mesures de réforme sont bonnes, d'autant plus que ça permet aux travailleurs d'avoir le temps de repos et de reprendre la semaine avec beaucoup d'efficacité. Étant pas, des agents publics de l'État, nous serons obligés d'accepter cette mesure et de l'appliquer. Il n'y a pas de problème. Cette disposition légale vise l'amélioration de la qualité des services étatiques. Quelques cadres et agents s'interrogent cependant sur sa mise en œuvre. Nous adapter directement, ce sera un problème. Il faut d'abord voir la situation du pays, les problèmes de transport, les problèmes de motivation. Tout cela doit nous accompagner pour la réussite de cette mesure. Nous nous posons la question, comment ces travailleurs, comment ces fonctionnaires vont-ils atteindre le milieu du travail à 7h du matin et à 17h? Vous avez déjà fait une expérience, vous voyez les foules qui sont dans les arrêts à partir de 16h et 17h. C'est là où la chose semble se compliquer. Ces nouvelles horaires de travail met ainsi fin
à l'ancien qui obligeait les personnels à se pointer au boulot à 7 heures et le quitter à 15 heures. Et cela du lundi au vendredi, y compris le samedi de 7 heures à 12 heures. La population du Moulongwe, riveraine de la route nationale numéro 5, consternée par la démolition, est priée de libérer l'espace pour permettre à l'entreprise groupe EIS-EK du Burundi d'avancer rapidement avec les travaux de construction de l'autoroute telle que voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un reportage de Pascal Massimango rendu par Marina Maïgua. L'entreprise burundaise groupe EIS-EK qui exécute les travaux de construction d'une autoroute de 4 bandes avec un séparateur au milieu demande aux autorités congolaises l'espace de 30 mètres à Moulongwe comme elles l'ont disponibilisé à Kavimvira. Les maisons construites dans l'emprise après le pont Moulongwe jusqu'au parking de Moulongwe ainsi que les poteaux électriques retardent l'avancement des travaux d'assainissement, précise le directeur du projet EIS-EK, l'ingénieur Élisée Ndouamahoro. La mission de contrôle du BTC a fait la sensibilisation auprès des familles concernées de démolir volontairement les bâtisses et de délocaliser la station d'hélice de Kavimvira pour permettre à l'entreprise d'aller vite avec les travaux, car la République démocratique du Congo est derrière l'entreprise pour le respect des 18 mois d'exécution des travaux. Qu'ils comprennent que ce n'est pas de l'heure, c'est une réalité. Modernisation doit se faire. Et ceux qui sont en train de tergiverser ou essayer de décourager les autres par rapport aux démolitions qui sont appelées à être faites, qu'ils sachent que le temps va le rattraper. La station de carburant d'hélice est à pied d'œuvre pour délocaliser les installations. Monsieur Pierrot Moutoula, gérant de la dite station, ainsi que d'autres habitants de Kavimvira, soutiennent le projet et demandent aux autorités urbaines de s'impliquer pour que l'espace soit libéré d'urgence. Les entités territoriales décentralisées du Kassai oriental ont désormais leur plan de développement local. La validation est intervenue en Mbuji-Mayi avec la facilitation des experts du COREF venus de Kinshasa et de la division des planifications régionales du ministère du Plan au niveau national et provincial, nous rapporte Rikinduzi Loya. Pour améliorer la fourniture des services publics, la bonne collecte des recettes et la gestion des dépenses, les entités territoriales décentralisées du Kassai oriental viennent de produire un document de référence appelé Plan de développement local PDL 2024-2028 validé en Mbuji-Mayi le 24 juillet 2024. La commune de Mouya et le territoire de Tshilenge pris comme échantillon sur les 15 entités ciblées et pour booster le développement à la base. Le vice-gouverneur Augustin Kayembe a évoqué l'engagement d'offrir un meilleur accompagnement par, entre autres, la rétrocession. Puis-je rassurer le gouvernement provincial du Kassai oriental prend l'engagement d'accompagner et financer la mise en œuvre des PDL, des ETD par une rétrocession régulière des taxes d'intérêt commun et aussi par une mobilisation des partenaires techniques et financiers ainsi que des opérateurs techniques de notre province autour d'actions de développement local. Le coordonnateur provincial du projet Encore Banque mondiale Kassai oriental, Jean-Claude Moussas, qui apporte son appui, a promis d'amener en plaidoyer ces résolutions auprès des bailleurs. Du 4 au 28 juillet 2024, Florence Mongbekouma, facilitatrice COREF et les autres experts de la division régionale des planifications venus de Kinshasa ont conduit les diagnostics participatifs, la formulation du plan, la finalisation et la mise en cohérence du programme de développement local pour arriver à la... C'est une énième récompense pour le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, qui a été primé même à l'international avec notamment le diplôme de meilleur mandataire du premier quinquennat du président Félix Antoine Tshisekedi. Le Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire de l'Université de Kinshasa a organisé cette semaine un colloque sur les pratiques scientifiques en Afrique subsaharienne. Le résumé avec Guy Matundu.
Des différentes interventions de ces colloques sur les pratiques scientifiques en Afrique, l'on retiendra que la science et la recherche sont parmi les principaux domaines de l'affirmation et de la puissance d'un État. Les participants ont suggéré de favoriser les formations et vulgariser en faveur des jeunes chercheurs congolais et de créer un lobbying scientifique. Le professeur Jacques Ebouem du Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais plaide pour la valorisation des sciences de l'observation et de son implication dans la société africaine. Nous souhaitons que la recherche scientifique soit valorisée. Les résultats des recherches scientifiques appliquées pour que cela améliore les conditions de vie de nos peuples. Mais que finalement soient prises en compte aussi toutes les sciences, toutes les disciplines scientifiques, parce qu'on ne peut pas mener une recherche seulement avec une discipline et espérer résoudre totalement le problème. Et on espère que les résultats du colloque ont été atteints. Maintenant, c'est à chacun et à nous tous d'être les ambassadeurs de la science là où nous allons pour que les efforts soient fédérés et qu'on arrive aux résultats que nous sommes en train de rechercher. C'est la mutualisation de nos efforts pour que l'Afrique se développe. Le représentant du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a salué l'organisation de ce colloque par l'Université de Kinshasa. Ce colloque a réuni des professeurs venus du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. L'égoïsme et l'individualisme est répertorié parmi les antivaleurs que le dialogue intergénérationnel lutte en milieu des jeunes. Au terme d'une journée de réflexion organisée au profit des jeunes, la coordination de cette structure plaide pour la plus grande participation des jeunes dans les instances de prise des décisions. Suivez. Cette conférence se veut une contribution à la création d'un environnement de tolérance et de la liberté de l'expression dans les choix de la gouvernance. La coordination du dialogue intergénérationnel plaide pour l'intérêt commun et surtout la promotion des jeunes. Il est vraiment important que nous nous demandons vraiment l'essence que nous-mêmes, les Congolais, nos dirigeants, nous accordons à l'intérêt personnel. Le pays ne marche pas parce que tout le monde met son intérêt en avant. Même l'exemple simple, c'est quand vous marchez, vous êtes sur la chaussée, vous êtes en circulation, vous verrez que les conducteurs, même ici à Kinshasa où nous sommes, personne n'accepte de donner la place à l'autre. Vous vous engloutissez, personne n'avance. C'est cette façon où on peut voir la manière dont nous-mêmes nous entrejambons. Nous espérons bien évidemment que c'est le début des grandes mobilisations pour que nous ne puissions pas revivre et rester dans cette situation où l'intérêt personnel, individuel, prime sur l'intérêt communautaire. Nous avons constaté aujourd'hui dans notre société que la notion d'intérêt général ne revêt plus un grand caractère, ne revêt plus un caractère obligatoire. Comme si nous sommes dans une société des gens égoïstes, qui ne pensons qu'au soi. Donc c'est pourquoi nous avons mis la thématique comme thématique centrale, l'intérêt général et moi. Quelle est ma perception, moi en tant qu'individu, de l'intérêt de l'autre, de l'intérêt général? Puisque si chacun de nous a cette perception de l'intérêt général, nous n'aurons pas un pays en déliquescence. Nous aurons un pays où chacun contribue au bonheur de l'autre. Ces jeunes sont appelés à s'impliquer des thèmes en rapport avec la gouvernance publique et le développement de la société. Ils doivent bannir l'égoïsme et l'individualisme. Il faut une gestion rationnelle des ressources humaines de la santé pour maîtriser l'effectif, encadrer des prochains recrutements et assurer une bonne retraite du personnel. Le secrétaire général à la santé a rappelé ses missions aux médecins chefs des zones de santé de la ville-province de Kinshasa lors de la dernière réunion sur l'utilisation du nouveau logiciel EPIC appuyé par l'USAID. Reportage Séverine Katanda. Pour mieux adopter le programme de la couverture santé universelle dans l'administration de la santé à Kinshasa, le gouvernement congolais se lance dans l'exercice d'amélioration et la maîtrise des ressources humaines du secteur de la santé. Le projet EPIC RDC récemment lancé était pour résoudre ce problème de maîtrise d'effectifs avec une gestion rationnelle. C'est ce qui explique la réunion de ce vendredi 26 juillet 2024 du secrétaire général à la santé Sylvain Youma Ramazani avec le 33 médecins chefs des zones de Kinshasa. Il était aussi question de rappeler les résultats attendus. Pour offrir les soins, les services et les soins de qualité à la population, il faut des ressources humaines compétentes pour lesquelles aussi on a une bonne gestion de leur carrière. Donc aujourd'hui, grâce à ce projet, nous allons arriver
à la maîtrise des effectifs. Et donc c'est tellement important que nous avons rappelé aux médecins-chefs de zone que c'est eux qui sont le premier palier du système de santé. Ils doivent veiller à ce que tous les agents, le personnel de santé qui est mis dans cette base de données, c'est des agents qui existent, qui travaillent réellement. Et cela va nous aider à avoir une base de données fiable qui va nous permettre de faire une bonne programmation en termes de recrutement, d'affectation et pourquoi pas en termes d'accompagnement à la retraite. Ce programme qui s'étend sur une durée de 8 mois va contribuer au développement des ressources humaines et renforcer sa gestion efficace et efficiente. Ce journal est complètement terminé. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, Guéma, d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous. L'actualité continue sur nos antennes. Au revoir.